Et bienvenue, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire du 15 décembre 2023, organisé par le SYNOVDES, le syndicat national des organismes de formation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques règles d'usage sur son déroulement. Tout d'abord, le webinaire est enregistré afin de permettre aux participants qui n'ont pas pu nous rejoindre de le visualiser en replay. Donc vos micros sont de ce fait volontairement coupés. Vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat en bas, dans la barre d'outils. Et donc, vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire. On y répondra au fil de l'eau. Et on vous propose de recueillir 2-3 questions qu'on posera à la fin du webinaire à nos intervenantes. On se laisse à peu près 10 minutes, un quart d'heure, 10 minutes à la fin des interventions. Avant de laisser la parole aux intervenantes, j'aimerais vous annoncer que le SYNOVDES lance un cycle de webinaires sur la responsabilité sociétale de l'entreprise, ou autrement dit la RSE ou RSO, et nous démarrons aujourd'hui avec Formétique. Le sujet du jour porte sur les enjeux et les perspectives pour les OFA dans un contexte de transition environnementale et sociétale. Pour cela, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux invités, Muriel Mérienne et Marie-Édith Delabrosse de l'organisme de formation Formétique. Et elles vont vous présenter en 45 minutes les fondamentaux de la transition environnementale, des grands repères sur des concepts clés tels que la RSE ou le développement durable, puis des pistes de réflexion versus OFA pour un futur désirable et compatible avec les limites planétaires. Mesdames, c'est à vous. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, on va vous présenter le plan de cette heure qu'on va passer ensemble. On va démarrer par un constat, les limites de la Terre, pour replacer la problématique dans ce contexte. Et puis, voilà, en fait, après, je passerai la parole à Muriel, donc, qui vous parlera des notions de développement durable et de RSE. Puis, je continuerai sur un avenir désirable, qu'est-ce qu'on pourrait appeler un avenir désirable. Et ensuite, Muriel voilà, terminera sur la responsabilité des OF, enfin des OFA, avec ce temps de questions-réponses que l'on va garder pour la fin. Voilà, donc je vais démarrer avec les constats qui, malheureusement, ne vous surprendront sans doute pas. Donc, les constats, les rapports du GIEC, qui est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui est décrit en 1988. Il publie donc de nombreux rapports. Et la dernière synthèse en mars 2023 nous rappelle des chiffres assez alarmants, effectivement. Voilà, donc comme le niveau de réchauffement global de 1,5 par rapport à l'ère de pré-industrielle qui serait atteint dès les années 2030. Les 3,3 milliards de personnes qui vivent dans des zones vulnérables. Aujourd'hui, il y a 1 milliard de personnes qui sont menacées par la montée des eaux. Donc, c'est effectivement énorme. D'ailleurs, dernièrement, l'Australie a accordé officiellement l'asile climatique au Tuvalu, donc ça c'est une première. Voilà, 11 000 personnes pourraient arriver en Australie, alors petit à petit, et donc ça c'est une première mondiale. Voilà la vulnérabilité, excusez-moi, des écosystèmes, que ce soit l'eau, l'alimentation, etc. L'agriculture, certaines zones pourraient devenir, infertiles. Et évidemment, l'augmentation continue des émissions de gaz à effet de serre. Alors, tout ça sont les chiffres. Voilà, qu'est-ce qu'on fait alors, l'ADEME a proposé des scénarios pour accélérer, accélérer la transition. Donc, 4 scénarios. La génération frugale, les coopérations territoriales, les technologies vertes et le pari réparateur. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces scénarios, mais en fait, ce sont des choix différents en termes d'économie, de technologie, de déplacement, etc.
Je dirais que les deux premiers vont miser beaucoup plus sur l'économie, je dirais, du partage, hein, donc plus le premier plus en local et le deuxième plus sur les territoires. Et les deux derniers vont miser beaucoup plus sur les technologies avec voilà, l'impact que l'on sait qu'il peut avoir aussi sur l'environnement. Par exemple, bah là, comment dire, à la COP28, hein, ce qui est proposé, c'est qu'on travaille sur le captage, hein, du carbone. Donc voilà, avec les effets nocifs que ça peut avoir. Donc, soit on vise sur le tout technologie, soit on vise plus sur les rapports humains pour essayer de trouver voilà, des solutions pour arriver à vivre dans un monde vivable. Alors, je vais vous mettre à contribution et je vais vous demander de répondre dans le chat, voilà, comme ça, spontanément. À votre avis, quel est le jour du dépassement en 2023? Alors, si vous ne connaissez pas la notion, bah, vous dites que ça ne vous dit rien, mais voilà, spontanément. OK. Attends un petit peu. Mhm. Effectivement. Alors, j'ai quelques réponses en août. Je ne sais pas. Alors, déjà, le jour du dépassement, c'est donc le jour où voilà, bah, Muriel me montre la diapositive. Oui, c'est le moment où l'humanité a épuisé les ressources générées par la Terre en un an, donc qui vivent à crédit pour le reste de l'année. Donc là, cette année, on vit déjà à crédit depuis le 2 août. Le 2 août, hein. En fait, c'est 5 jours plus tard que l'année dernière. Alors, on pourrait comme ça s'en réjouir, mais en fait, c'est simplement que ils ont changé, enfin, ils ont précisé, la méthodologie a été un petit peu, comment dire, parce que tous les instruments de calcul sont un peu plus précis. Et du coup, bon, l'année dernière, c'était le 28 juillet, mais en fait, ça revient à peu près au même, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment fait de progrès. Et en fait, il faudrait reculer de 19 jours par an sur les 7 prochaines années pour atteindre l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 1,5. Donc, reculer cette date de 19 jours par an sur les 7 prochaines années, donc ce qui demande évidemment des efforts énormes. Alors, donc, on avait ce jour du dépassement que je vous ai présenté, qui est un outil en fait de calcul, hein, qui est grand public, je dirais. Et on a un autre outil de calcul qui s'appelle les limites planétaires. Donc ça, sont des universitaires de l'université de Rockström, enfin Rockström de l'université de Suède, je crois, ou Norvège, qui ont défini ces limites planétaires, hein, qui sont 9. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. On peut juste dire Voilà. celles qui sont dépassées. Voilà, celles qui sont dépassées, effectivement, hein, donc vous les voyez bien en rouge. Alors, il y a l'érosion de la biodiversité, hein. Vous savez que malheureusement, par exemple, au niveau des insectes, hein, que la chute de la biomasse des insectes volants a diminué de 80% depuis les années 90, hein, donc ce qui est évidemment énorme. Alors, ce que vous pouvez constater quand vous roulez, c'est qu'on a moins de moustiques qu'avant, hein, sur nos voitures. Il y a aussi les pollutions, comment dire, par les substances nouvelles, hein, que ce soit les plastiques, les chimiques. Donc, les polluants dépassent le nombre enfin, en quantité, en fait, ce que l'humanité pourrait être en mesure de gérer. Il y a aussi la perturbation du cycle du phosphore et de l'azote, hein, qui entraîne, par exemple, la prolifération des algues en Bretagne. Après, il y a aussi, bien sûr, la conversion des sols, hein, entre la déforestation, l'urbanisation, la perturbation du cycle de l'eau douce, et puis aussi, bien sûr, le réchauffement climatique. Donc, 9 limites à ne pas dépasser, et malheureusement, il y en a 6 qui sont dépassées, donc ça veut dire qu'on n'est déjà plus dans un monde sûr, parce que si on dépasse, voilà, quand on dépasse ces limites, eh bien, il y a des effets qu'on ne peut pas contrôler et qui peuvent être, voilà, être en cascade, entraîner d'autres effets voilà, qu'on ne peut pas, qui sont complètement incertains et incontrôlables.
Et à ces limites planétaires, voilà, ont été rajoutées des limites sociales. Alors, c'est ce qu'on appelle, ce qui s'appelle la théorie du donut, c'est Kate Raworth, vous m'excuserez pour la prononciation, qui a proposé de rajouter donc aux limites extérieures, qui serait le plafond écologique, des limites intérieures, qui est le plancher de la justice sociale. Donc, en fait, elle propose une autre économie, c'est-à-dire qu'au lieu de produire, de consommer, de se déplacer, etc., et puis après de réparer nos dégâts, ben, elle propose une économie qui, au contraire, prendrait en compte ces limites pour, pour développer la vie sur Terre, en fait. Et, donc, elle a proposé cette forme, hein, de donut. Ça peut paraître un peu surprenant, parce que du coup, ça représente un peu le mode de vie américain, hein, qui est plutôt la malbouffe. En fait, c'est la forme, hein, qu'il faut retenir, hein. C'est cette forme symbolique, en fait, avec un trou au milieu. Donc, elle dit, pour que les gens ne tombent pas au fond du trou, il faut respecter ces limites, hein. Donc, les limites sociales, donc tout sont l'eau, le revenu, l'éducation, la résilience, la voix, donc la voix politique, en fait, à pouvoir voter en toute, voilà, en toute égalité, je dirais, les emplois, l'énergie, l'équité sociale, l'égalité des sexes, etc., la santé et la nourriture. Donc, ce sont des limites sociales que l'on retrouvera dans les objectifs, hein, de développement, dont Muriel, de 2015, en fait, les ODD, je veux dire. Et d'ailleurs, la forme des ODD a aussi, on la retrouve aussi sous cette forme-là, donc c'est assez comment dire, important. Enfin, je veux dire que c'est de le voir, ce n'est plus sous forme linéaire, mais sous forme aussi d'un cercle, hein, donc c'est assez révélateur. Voilà, donc j'en ai terminé pour le constat, en fait, hein. C'était simplement, voilà, retracer en quelques chiffres, hein, voilà dans quel contexte on est aujourd'hui, et du coup, voilà, comment les organismes de formation, les OFOR, hein, peuvent apporter leur contribution. Donc ça, on le verra tout à l'heure. Voilà, Muriel, je te laisse la parole. Merci. Si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. Bon, les constats sont ce qu'ils sont, et pour l'instant, enfin, bien qu'il y ait des gens qui les remettent en question, nous, on ne les remet pas en question. Et comme la majorité des personnes dans le monde. Pour répondre à ces difficultés, on va poser des concepts, les deux concepts qui sont le développement durable et la responsabilité sociétale. Et on va le faire en 5 minutes. Donc, voilà, ça vaut ce que ça vaut. En parallèle, le développement durable et la RSE se sont développés en parallèle. Et aujourd'hui, bon, ce que l'on pense, nous, c'est que ça se rejoint complètement. Le développement durable a réellement démarré en 72 au premier sommet de la Terre. Je suppose que c'est Stockholm, hein, on ne l'a pas écrit. Et il y a eu ce fameux rapport Meadows au Club de Rome qui a posé les limites de la croissance. C'est la première fois qu'on écrivait réellement que la croissance, c'était peut-être pas l'alpha et l'oméga de l'économie mondiale. Ensuite, on a vu arriver, enfin toujours sous l'égide de l'ONU, un document très important qui a été rédigé par Madame Gro Harlem Brundtland, qui était Premier ministre de la Norvège à cette époque-là, qui, elle, a défini cette question, enfin ce concept de développement durable qui fait donc écho aux limites de la croissance. On vous a mis là une petite citation de Kenneth Boulding, celui qui croit que la croissance exponentielle peut se poursuivre indéfiniment dans un monde fini, est soit un fou, soit un économiste. Bon, voilà, c'est de l'humour, hein. Donc, qu'est-ce que c'est que le développement durable? C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. C'est une définition qui est enseignée dans tous les collèges de France, hein. Donc, normalement, vos enfants, vos petits-enfants, je ne sais pas où vous en êtes, savent ça.
d'accord? Et un des gros problèmes de la RSE et du développement durable, c'est que les adultes, aujourd'hui, sont moins cultivés sur la question que les enfants. Donc, les adultes n'agissent pas assez. Le développement durable, en 92, il y a eu une espèce d'officialisation et une évolution de cette définition à la deuxième conférence de la Terre à Rio. Il s'agit de satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures. Bon, moi, je préfère la première définition. Ce que l'on retient la plupart du temps, c'est que ça a été défini dans un premier temps suivant 3 piliers. Le pilier de l'environnement, le pilier de l'économie et le pilier du social. Quand on parlera très vite, je ne crois pas qu'on en parle aujourd'hui d'ailleurs, de l'ISO 26000, on verra qu'on retrouve tout ça. En fait, on retrouve tout ça dans la RSE aussi, hein. Dans la RSE, on a vu un pilier supplémentaire à être ajouté qui s'appelle la gouvernance, mais à voir. Et donc là, justement, on est sur un pilier supplémentaire qui a été ajouté. Alors vous savez hein, peut-être qu'il existe un label E3D en France pour les établissements scolaires. Et donc cet établissement-là, qui s'appelle IROM, le lycée IROM en Anjou, lui a choisi d'avoir un 4e pilier qui lui correspond, hein. On fait ce qu'on veut en développement durable et en RSE. On fait ce qu'on veut, enfin, non, enfin, pourvu qu'on fasse du bien au monde, hein. Et donc, eux, ils ont, dans le label E3D, posé un 4e pilier, comme certains dans les entreprises posent le pilier de la gouvernance. Et enfin, en termes de développement durable, on a les objectifs du développement durable définis par l'ONU pour 2030. Et pour 2030, on veut zéro pauvreté, zéro faim dans le monde, une bonne santé et bien-être pour tout le monde et l'éducation de qualité pour tout le monde, etc. Il y a 17 objectifs de développement durable et on voit de plus en plus souvent maintenant dans les entreprises, quand on va passer à la RSE, la référence à ces 17 ODD pour créer sa propre stratégie, choisir les enjeux auxquels on veut répondre. Donc, en gros, l'ONU pose le cadre. Aujourd'hui, le cadre est simplifié, on va dire découpé en 17 thématiques. Et on peut s'y référer pour expliquer que sa propre entreprise répond à certains de ces enjeux. Ensuite, les États, les pays ont repris à leur compte ces enjeux de développement durable. Et en France, ils en ont choisi 6. Et donc, ils les ont même un petit peu transformés. Alors, parce que ce qu'il faut bien comprendre, et c'est vrai aussi en RSE sur l'ISO 26000, ces enjeux de développement durable, ces 17 enjeux, ils sont mondiaux. Et donc, ils doivent pouvoir être captés et interprétés par les différentes collectivités qui s'en emparent. Et donc, la France, elle s'est emparée de ces 17 ODD de cette façon-là. Elle a dit, nous, on va travailler pour agir pour une transition juste. On va transformer les modèles de société. On va s'appuyer sur l'éducation et la formation tout au long de la vie. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Agir pour la santé et le bien-être de toutes et tous, rendre effective la participation citoyenne et œuvrer au plan européen et international. Donc, en fait, la France met en avant, parmi ces 6 grands objectifs de développement durable, l'éducation et la formation tout au long de la vie. Ça, c'est ça qu'on voulait vous dire, en fait. On ne prêche pas comme ça parce qu'on est des illuminés, on est dans un cadre, et enfin, on est peut-être illuminés quand même, hein, mais... Alors, maintenant, on passe à la RSE. La RSE, ça s'est développé beaucoup plus tôt, enfin beaucoup. Bon. Disons 20 ans plus tôt, il y a un monsieur qui s'appelle Bowen qui a répondu à une commande de 4 grands industriels américains dans le cadre d'un groupement de protestants et qui a écrit ce livre
Social Responsibilities of the Businessman, où il s'agissait non plus de faire de la charité, mais d'intégrer le besoin des salariés dans les objectifs de l'entreprise. On voit en France cette façon de penser, on la voit dans le Nord quand, au niveau des mines, quand il y a eu la création d'écoles, d'hôpitaux et même de logements pour les mineurs, par exemple. Hein, c'est ce type de pensée. Voilà. En 84, M. Freeman publie un ouvrage portant sur la théorie des parties prenantes. Ça, c'est le livre de chevet de la RSE, en fait, hein, après l'ISO 26000. Donc, c'est une façon de dire que l'entreprise, effectivement, elle a des actionnaires et elle doit rendre service à ces actionnaires qui ont investi pour développer le capital matériel de l'entreprise et lui permettre de développer son activité et gagner de l'argent. C'est normal de rétribuer les actionnaires, c'est normal, mais il s'agit aussi de penser à l'environnement de l'entreprise et à toutes les parties prenantes de cette entreprise pour qu'ils puissent bénéficier des résultats de l'activité de l'entreprise. Ça, c'est une partie de la théorie fondamentale de Freeman. Freeman n'est pas encore décédé, hein. C'est un monsieur qui continue de publier et qui continue de faire évoluer sa théorie. Je te coupe 2 secondes, Muriel. On te demande dans le chat si l'État français il est au rendez-vous pour toi sur les enjeux que tu as présentés juste avant. Si l'État français, quoi? Si l'État français il est au rendez-vous sur les enjeux que tu as présentés juste avant. On peut faire un autre séminaire. Non, enfin, globalement, moi, je pense que oui. Mais c'est vraiment un avis personnel. Après, c'est toujours très décevant enfin, ce qui se passe. Ce qui est très décevant, enfin, je n'ai pas trop envie de répondre à ça, en fait. Je trouve que c'est trop politique. Qu'est-ce que tu en penses, Hélène? Eh ben, continuons. Sinon, voilà. Il n'y a pas une obligation de répondre, effectivement, parce que là, ça demande un avis un peu personnel et sans réel fondement, entre guillemets, donc il n'y a pas de souci, continue. Il est Alors, 9h25, j'en profite, il est 9h25. Oui. Ah oui, pardon. Alors, la RSE, c'est la mise en pratique du développement durable dans l'entreprise, hein, donc je vous l'ai déjà plus ou moins dit. En fait, c'est pas parce que ça n'a pas démarré au même moment que finalement ça va se rejoindre, mais en entreprise, on va parler de performance économique, de performance environnementale, de performance sociale. On va mesurer des indicateurs. Sur le plan mondial, ils mesurent des indicateurs aussi, mais c'est pas les mêmes. Donc, c'est la contribution des entreprises au développement durable. La Commission européenne l'a définie comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. C'est une définition qu'on retrouve un peu dans l'ISO 26000 aussi, hein. Et une précision, donc quelquefois nous on parle de RSE, quelquefois on parle de RSO. Bon, la RSO, c'est plutôt la responsabilité sociétale des organisations quand ce ne sont pas des entreprises, donc les collectivités territoriales, par exemple. OK, donc une première synthèse de ce qui s'est dit jusqu'à présent. On a tout un tas de choses qui ne vont pas, hein, des constats, dérèglements climatiques, réfugiés climatiques. On a des outils qui sont, l'ISO 26000 pour on va dire, le pilotage de la RSE et les 17 ODD pour le développement durable. On a aussi les COP, etc. On a plein d'outils. Donc, qui permettent une prise de conscience, c'est ce qui se passe, et même quelquefois, il y a une prise de décision mondiale, il y a quand même eu quelques tout petites décisions à la COP 15 ou à la COP 28. Et on va passer maintenant à la question de cette transition. Et là, c'est Marie-Édith qui va reprendre la main, puisqu'il faut passer de la situation alarmante à la définition et la mise en place de tout ce qu'il faut mettre en place pour un avenir durable. Je t'écoute. Alors, je vais vous parler de transition, effectivement, et en appuyant aussi sur deux penseurs, en fait, hein, qui sont influents dans le monde de l'éducation, qui sont Denis Christol et Edgar Morin.
Voilà, la transition, du coup, je vais commencer par quelques citations, puisque du coup, ça nous semblait pertinent. Voilà, les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Donc, effectivement, adaptation, hein, pour la transition. Et Einstein, oui, nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que nous avons utilisée lorsque nous les avons créés. Donc là, effectivement, voilà, changer de mode de pensée, hein, pour résoudre les questions d'aujourd'hui et les défis d'aujourd'hui, et ne pas profiter de cette situation incroyable pour changer, c'est gâcher la crise. Donc là, c'est aussi peut-être nous dire que effectivement il y a une crise, mais que peut-être on a une chance entre guillemets formidable de pouvoir aussi inverser la tendance et de créer un monde plus juste et plus équitable. Alors la transition, on en parle depuis le début des années 2000. Parce que les changements sont rendus vraiment nécessaires par les dégradations écologiques, hein, et sociales aussi. Le développement durable, en fait, a peut-être quelques limites et n'a pas, en tous les cas, atteint peut-être ce qu'on en attendait. Donc, on s'est mis à parler de transition. Donc, la transition, c'est un processus de transformation, hein, au cours duquel un système passe d'un régime d'équilibre à un autre. Donc, c'est issu de la théorie des systèmes. Alors après, dans la transition, le tout, c'est de savoir où est-ce qu'on veut aller, en fait. Il y a une transition, mais quel est le changement attendu et quel est le chemin qu'on va prendre de passer d'un état à un autre, quel est le rythme que l'on va mettre aux différents changements, quels sont les moyens que l'on va y attribuer, etc. Alors, je vous donne une définition là, du collectif Fortes, hein, qui est un collectif que je vous invite à suivre, hein, parce qu'il travaille du coup vraiment dans le monde de l'éducation et dans l'écologie de la transition. Donc, dans ce contexte, pour eux, c'est parler de transition consiste à chercher à passer d'une situation contemporaine marquée par des trajectoires insoutenables à un état des sociétés caractérisé par la soutenabilité et l'équité vis-à-vis des générations présentes comme des générations futures. Donc, l'idéal, effectivement, de la transition, ça serait d'atteindre un monde qui respecte ces limites dont on a parlé tout à l'heure, hein, des limites planétaires et des limites sociales, pour que tout le monde puisse vivre dans un espace sûr et s'épanouir et que la Terre prospère. On peut comparer la transition aussi à l'atterrissage et au décollage d'un avion, puisque du coup, quand un avion, par exemple, atterrit, il passe d'un état stable donc la période d'atterrissage n'est pas du tout stable, hein, puisque du coup, il descend, il essaie de trouver son équilibre, etc. Donc la transition, ça serait ces phases d'atterrissage et de décollage pour arriver à un autre état stable. Donc voilà, je trouve que c'est assez parlant et du coup on peut se demander, voilà, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? D'ailleurs dernièrement, je me souviens que je ne sais plus où j'ai vu ça, on imaginait un extraterrestre qui arrivait sur Terre et qui demandait mais où est le manager de cette Terre? Est-ce qu'il y a un pilote quand il voit voilà, toutes ces dégradations et l'état où on est la planète à tous les niveaux? Alors, voilà, je vais m'appuyer sur Edgar Morin, mais bon, en quelques minutes, c'est une gageure, hein, puisqu'Edgar Morin, évidemment, a écrit des tonnes d'ouvrages et un grand philosophe et anthropologue, sociologue de notre époque. Il a écrit l'UNESCO lui a demandé d'écrire les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur. Bon, ça date de l'an 2000, mais c'est encore très, très, très actuel. Et en fait, dans cet ouvrage, il définit 7 savoirs nécessaires pour développer, du coup, enseigner la condition humaine et l'identité terrienne. Voilà, déjà, il pense qu'il faut enseigner la connaissance de la connaissance parce qu'on a on est soumis à des biais, des limitations, notamment des connaissances. Il pense qu'il faut développer voilà, les relations mutuelles et les influences réciproques entre le tout et les parties, en fait. Hein, il parle vraiment de complexité, hein, de passer de tout ce qui est linéaire à tout ce qui est linéaire et binaire, à bien comprendre la complexité, hein, pour ne plus avoir des jugements, je dirais, hâtifs. Donc, parler de l'identité terrestre, en fait, à se replacer à chaque fois sur cette planète et pas uniquement sur notre petit coin de terre.
et montrer que tous les humains sont confrontés au même problème et qu'on vit du coup une communauté de destin. Voilà, ce qui peut évidemment voilà, changer aussi hein, le mode de pensée, le mode d'agir et le mode aussi de former. Il pense aussi que c'est important d'affronter les incertitudes, ben, du coup d'apprendre à affronter les incertitudes, hein, puisqu'on est dans un monde effectivement incertain. Je ne sais pas si vous connaissez le sigle VUCA, hein, dans un sigle volatile, incertain, complexe. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on enseigne, nous, dans nos organismes de formation, à naviguer dans ces océans d'incertitude, de développer aussi la compréhension mutuelle, hein, de développer l'empathie et voilà, l'éthique de l'humanité, donc se considérer comme des citoyens planétaires. Donc, c'est voilà, une belle vision à atteindre. Après, voilà, dans la pratique, ce n'est pas aussi facile, hein. Voilà, c'est pour ça aussi que du coup, j'ai choisi de parler de Denis Christol, qui est du coup lui aussi un chercheur hein, en éducation et qui lui nous parle concrètement hein, de différentes comment dire, façons d'aborder les défis d'aujourd'hui et comment la pédagogie peut y répondre. Voilà, il parle de pédagogie régénérative, donc comment les principes du vivant peuvent revitaliser nos formations. Donc en parlant de l'abondance, donc c'est pas l'abondance des savoirs, mais au contraire l'abondance du partage. Voilà, la fécondité, comme on en trouve dans la nature, hein, donc les savoirs qui permettent de construire de nouveaux. Donc on n'est pas dans le stockage de savoirs, mais au contraire des savoirs qui vont, comment dire, se régénérer eux-mêmes et et du coup, on n'est plus voilà, on est vraiment dans un partage et apprendre, évidemment, apprendre à apprendre, l'apprenance. Bon, il lui parle beaucoup d'apprenance collective. Alors, il parle aussi d'éco-formation, donc je trouvais que c'était aussi que ça résonnait bien dans nos thématiques. Hein. Et il dit qu'il conseille de penser à rajouter dès qu'on réfléchit à voilà, fait enfin, dès qu'on réfléchit à nos scénarios de formation, etc., déroulés pédagogiques ou autres, penser à rajouter 3 parties prenantes, donc les générations futures, hein, donc on est bien dans le développement durable, le vivant et les exclus. Et cela va nous permettre voilà, de penser aussi différemment et d'élargir notre champ de vision. Alors, passer d'un sentiment d'efficacité personnelle au sentiment d'efficacité collective, hein, donc du coup, voilà, la puissance des groupes, hein, il parle de empuissanter, en fait, hein, voilà, vous savez, la puissance d'un groupe quand on arrive à fonctionner ensemble. Et donc là, à fonctionner ensemble, il peut parler aussi, donne aussi des exemples inspirés du vivant, hein, comme les abeilles, les fourmis, comment ils s'auto-organisent, comment dire, comment ils trouvent leur place, etc. Voilà. Et après, l'intelligence collective, voilà, c'est apprendre ensemble à rendre notre planète plus vivante. Alors peut-être quelques exemples inspirés du vivant parce que c'est intéressant. Il dit qu'en fait on en fait aussi sans le savoir. Par exemple, quand on organise des espaces comment dire, de workshop où on a des personnes qui vont d'un endroit à l'autre, d'une table à une autre et qui vont du coup comment dire, nourrir en fait la réflexion des autres. Hein, ben là, on est vraiment dans l'inspiration du vivant. Il donne aussi un exemple sur les singes, en fait, vous savez, qui s'épouillent. Et du coup, il dit, quand par exemple, vous pourriez proposer de donner un message positif à vos collègues, hein, stagiaires, etc., vous leur mettez un post-it dans le dos et après, vous allez épouiller. Voilà. Donc, il dit qu'on peut s'inspirer de la nature pour régénérer et revitaliser nos formations. Voilà, je suis désolée, j'en parlerai beaucoup plus, mais je vous invite à lire son livre qui est passionnant. Et là, je fais passer la parole à Muriel pour continuer. Ben oui, pour finir, en fait, moi, je passerai des heures à écouter effectivement les philosophes. On en a enlevé 4, hein, donc je veux dire, vous voyez, il a fallu vraiment se restreindre. C'est très important, je crois, d'ancrer le changement dans le changement qu'on subit ou qu'on va activer. C'est très important de l'ancrer dans des concepts et dans des valeurs.
en fait. Et donc là, si je résume un petit peu hein, tout ce qui s'est dit depuis le début, on a effectivement un moment, on vit un moment d'anomalie planétaire, hein, avec des anomalies environnementales et des anomalies sociales, avec la grosse difficulté qui est qu'à chaque fois qu'on essaye de réparer un petit peu ce qui se passe sur le climat, on ne répare pas le social en même temps. Donc, il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réalisation systémique. On a des outils pour réfléchir qui sont les outils et les pensées de ces penseurs et de ces acteurs, que ce soit l'ONU ou l'ISO ou tout le monde en fait qui écrit sur voilà. On a des outils qui permettent la prise de conscience et qui doivent nous aider à réussir cette transition et à tenir la place pour laquelle on a, de mon point de vue, des obligations. On a certains outils. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous définit comme avenir possible? On nous demande de travailler la sobriété. Est-ce que la sobriété, la question qui va se poser dans la suite, là, c'est est-ce que la sobriété, on peut la travailler au niveau des organismes de formation et à destination de nos apprenants? Moins de déchets, moins de consommation, moins d'artificialisation des sols. On pourrait se poser la question, hein, l'artificialisation des sols, est-ce que moi, dans mon OF, tiens, sur la géomatique, parce qu'ils sont là, est-ce que la question d'artificialisation des sols, c'est un sujet dont je dois m'emparer? Ou la biodiversité? Voilà. Bonne question. Hein. Bon, il s'agit de défendre le vivant, de défendre l'humain, de décloisonner les savoirs, d'accompagner au changement, et de faire ce que certains penseurs qu'on a enlevés proposent, c'est non, il a écrit ça, Christol, il faut faire de la pédagogie régénérative. Donc là, il y a un mouvement qui se crée là, depuis quelques années sur ce qu'ils appellent la régénération. Il ne s'agit plus seulement d'adapter. Dans l'ISO 26000, on vous parle d'adaptation au changement climatique. On ne vous parle pas de régénération. Aujourd'hui, mais l'ISO 26000, elle date, c'est 2010. Là, le grand mouvement du moment, c'est la régénération. Donc, comment on va faire pour construire quelque chose à partir de ce qui existe, mais en mieux? Et puis, donc, l'efficacité collective. Donc, la question à laquelle on va répondre là, mais en 5 minutes, j'avais 10 minutes, mais j'en ai plus que 5, c'est est-ce que la formation peut-elle contribuer à cette transition? Nous, le parti pris qu'on prend depuis le début, depuis qu'on parle, et on parle depuis presque 10 ans maintenant, c'est que les OF sont des vecteurs de transition. C'est-à-dire que vous avez un pouvoir dans les organismes de formation qui est fondamental et tous les projets Erasmus sont basés là-dessus. Vous avez la capacité d'influence. Dans un dossier qu'on va déposer là, au répertoire spécifique, on écrit qu'on est devenus des influenceurs. Les formateurs sont devenus des influenceurs. Presque au sens de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce que vous dites, il ne faut pas croire qu'on a perdu notre pouvoir d'influence avec Internet. Ce n'est pas vrai. Les gens ont de plus en plus besoin de repères, les gens ont de plus en plus besoin de collectifs, d'intelligence collective, de création, de développement de la créativité, et c'est ce que peut faire l'organisme de formation pour nous amener vers un avenir désirable. Alors, les différents enjeux qu'on a sur une démarche, du fait de faire une démarche RSO dans un organisme de formation, ces différents enjeux, on les a répartis en fonction des parties prenantes. Donc, chaque formateur, chaque formatrice est salarié dans cet organisme de formation. Si vous développez une démarche RSE, vous pouvez leur permettre d'entrer en cohérence avec leurs valeurs, de donner du sens au travail, de se réaliser, d'avoir un sentiment d'appartenance. Et ça, c'est vrai pour tout type d'entreprise. Pour chaque apprenant,
Et c'est là que vous exercez votre pouvoir d'influence. Parce que nous, on a des produits qui ne sont pas des produits industriels, on est d'accord, on travaille sur l'humain. Et donc, pour chaque apprenant, c'est pareil, vous pouvez faire en sorte que son développement de compétences soit en cohérence avec ses valeurs, que lui aussi, il ait un sentiment d'apprenance, donc de progrès personnel. Et vous pouvez valoriser ses actions, vous pouvez développer son employabilité, monter en compétences, et surtout, lui permettre de créer ou d'identifier ou de développer sa propre utilité sociétale. C'est-à-dire que lui est utile dans la société. Pour la société et la nature, donc c'est ce que disait Denis Christol, pensez aux générations futures. Donc, soutenabilité, je vous l'expliquerai dans le prochain webinaire. Durabilité, résilience des territoires, cohérence avec les ODD, éco-citoyenneté fondamentale. Hein, alors ça, c'est un vrai sujet porté par les projets européens. Multiculturalisme et paix, c'est pas du tout anodin ce qui est écrit. Hein. Et puis protection du vivant. Et pour les entreprises, bien sûr, vos entreprises clientes, eh bien, il y a une cohérence avec leur vision RSO dès qu'ils en auront une, ou s'ils en ont déjà une. Il y a la question des multitalents sur lesquels on va normalement travailler dans un OF responsable. Très vite, comment on fait? On utilise ce qu'on appelle des outils d'apprentissage transformatif. Alors, on vous a mis quelques fresques. On peut utiliser les fresques. Pourquoi les fresques? Parce qu'en fait, elles permettent la réflexion individuelle et collective. Elles permettent la créativité. Elles demandent à faire un pitch, donc à resynthétiser ce qui a été vécu, plus que ce qui a été... Enfin, on n'est plus sur le ressenti. Et le débrief permet de consolider certaines connaissances qui ont été déployées à ce moment-là. Alors nous, on est des fans de ces fresques-là. Et en plus, ce que l'on a vu dans l'atelier d'automne, c'est en plus des constats hein, et de la réflexion collective, c'est la capacité à chercher des solutions collectivement dans l'atelier d'automne. Voilà. Donc voilà, bon, on vous l'a mis. Voilà. On vous parle aussi là de pédagogie de la transition. Alors essentiellement, c'est ce qu'on appelle la pédagogie tête-corps-cœur qui s'appuie sur nos multitalents et sur les fameuses recherches en neurosciences cognitives et comportementales. Donc là, bon, on pourra en reparler plus spécifiquement si vous voulez. Ce sur quoi on peut juste terminer, c'est la question de l'éco-conception en formation. Alors, il nous semble hyper important de bien distinguer ce qu'on entend par éco-conception en formation. Il y a deux façons de déployer l'éco-conception. Il y a l'éco-conception d'une formation. Donc, je prends la formation sur toutes ces étapes du cycle de vie d'une formation. On a décrit ce cycle de vie d'une formation, il est dans les annexes du document. Et on regarde quels sont les impacts sociaux et environnementaux. Alors, d'abord, les impacts environnementaux. Hein, donc, on fait d'abord de l'éco-conception. Et ensuite, pour chacune de ces étapes, on regarde quelles sont les incidences sociales, quels sont les impacts des activités qui sont réalisées au cours de cette étape. Et on s'aperçoit que, comme a dit Denis Christol, quand on prend en compte les différentes parties prenantes au moment de la conception et qu'on fait une étude de besoin pour créer une formation, on peut, dès le démarrage, par exemple, l'adapter à certains types de handicap des apprenants. Où on peut, en réfléchissant aux incidences environnementales sur les gaz à effet de serre ou sur les déchets, ou là, par exemple, je vous parle d'une formation en cuisine dans un lycée professionnel ou dans un CFA de cuisine.
vous réfléchissez lors de la conception de votre formation à réduire les déchets. Et ça va influer sur y compris sur les objectifs pédagogiques, hein, ça va jusque-là. Donc, il faut penser éco-conception au moment de la conception d'une formation. Voilà. Deuxième point, vous pouvez enseigner l'éco-conception à vos apprenants, particulièrement dans les sections techniques, par exemple, ou les sections commerciales, donc, par exemple. Et donc, on a deux façons de voir, d'appliquer l'éco-conception, l'économie circulaire dans le monde de la formation. C'est hyper important pour nous. Une petite synthèse avant de finir, je crois que c'est bon. Voilà. Donc, on reprend. On avait, on a toujours une situation alarmante. On a des outils pour nous aider et pour prendre conscience. On a des gens qui nous disent à quoi pourrait ressembler l'avenir désirable. Et on a une capacité dans les organismes de formation, selon nous, à nous adapter, à régénérer et à créer de la richesse pour l'avenir. En nous adaptant aux publics différents, en accompagnant au changement, en travaillant sur le collectif, en utilisant des techniques là qu'on vous a très rapidement partagées, en travaillant sur les soft skills, etc. Quelques liens utiles, quelques précisions sur les prochains webinaires et des documents annexes. Mais maintenant, j'attends vos questions. On attend Si vos je peux questions. rajouter quelque chose, Vas-y. le Oui. support vous sera remis, hein. Enfin, j'ai vu que Bien la sûr. question était posée dans le chat au départ, évidemment. Et justement, tout n'a pas été évoqué parce qu'on est dans un format assez contraint. On pourrait en parler des heures de ce sujet, évidemment. Surtout pour un premier webinaire, on a fait le choix de traiter le sujet de manière un peu plus générique, hein, pour donner des points de repère à chacun d'entre nous, de les partager en tout cas. Donc, on va vous remettre cette version longue de cette présentation. Quelques questions avant. Je pose la question, enfin, je vous réédite la question de Patrice Wezemer, excusez-moi si j'écorche votre nom de famille, qui aimerait effectivement, il y a il y a un grand débat sur la formation à distance, la FOAD, et la formation sur site au niveau de tout ce qui est consommation d'énergie, stockage des données, etc. Est-ce qu'il y a Alors, il y a plusieurs sources, mais est-ce qu'il y en a une qui pourrait recentraliser un peu, ou recentrer plutôt, l'écart de qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que finalement, à la fois, c'est là où il faut tendre, ou faut être un peu plus mesuré et en connaissant évidemment tout ce qui est lié aux dépenses énergétiques? On a pour projet, et il y a des gens qui travaillent déjà dessus, hein, sur ce qu'on appelle le digital responsable. Et donc, ce digital responsable, on rajoutera la planche, Marie-Édith, digital responsable. Ces outils digitaux sont responsables suivant 7 critères. Il n'y a pas que la frugalité et les économies d'énergie, mais c'est un vrai critère. Mais il n'y a pas que ça à regarder. Il y a aussi l'accessibilité, la notion de citoyenneté, la notion d'éthique, en fait. Sur le digital, il y a énormément d'éthique, de questions éthiques. Il n'y a pas le côté environnemental, il n'y a pas que le côté environnemental. Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et donc, après, pour répondre à cette question, plus précisément, je crois qu'on ne va pas l'éviter. Donc, soit on sait s'adapter, et soit on sait poser nos limites, notamment éthiques et environnementales, on est d'accord,
soit on va se faire bouffer par les Américains et les Chinois. C'est comme vous voulez. Et donc, la question, elle n'est pas seulement environnementale. Pour moi, elle est, par exemple, sur l'intelligence artificielle, c'est fondamental ce qui est en train de se passer, puisqu'ils sont en train de produire des formations sans humains. Donc, c'est beaucoup plus grave que la question environnementale. Mais par contre, sur la question environnementale, oui, il y a des outils. Il y a des outils de mesure, il y a des outils d'évaluation des pratiques numériques qui existent, ne serait-ce que par l'ADEME, mais nous, on en a utilisé un. C'était pas l'ADEME, on pourra les mettre aussi. Ouais. Merci. Une remarque, une annonce d'Anne Fabre qui nous parle qui évoque la signature de l'EDEC, de la branche professionnelle des organismes de formation. Donc un EDEC, enfin, en tout cas celui-ci, c'est un plan qui dure 3 ans. Donc c'est sur l'engagement du développement et des compétences. Mince, j'ai un trou. EDEC, développement et des emplois, pardon. Donc, et dans le cadre de cet EDEC, il y a quand même un axe sur la RSE. Et donc, un des objectifs, c'est on s'engage la branche professionnelle des OF avec l'État et avec Acto, c'est dans un premier temps, de mesurer la maturité des organismes de formation sur la RSE et après de proposer sur un autre axe des expérimentations territoriales sur la RSE, entre autres. Et comme le disait tout à l'heure Muriel et Marie-Édith, RSE, donc c'est au sens large du terme, hein, ce n'est pas que les questions environnementales, c'est aussi les questions de qualité de vie au travail, etc., et qui prennent en fait, qui englobent un peu toutes les parties prenantes d'un organisme de formation. Donc c'est effectivement les équipes, les apprenants, mais ça peut être aussi les fournisseurs, les financeurs, les acteurs du service public de l'emploi, etc., etc. Il y a un volet économique dans cet EDEC. C'est-à-dire que il y a un volet social, bon, il y a un volet environnemental, on ne le voit pas beaucoup, mais il y est. Il y a un volet social, c'est très clair, c'est comment développer l'attractivité des organismes de formation, avoir des bons formateurs et les garder. Et un volet économique, c'est la durabilité de l'organisme de formation et son développement économique en utilisant les leviers de la RSE. C'est bon. Ça tombe à point, il faut s'en emparer en 2024. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou questions dans la salle? Alors, s'il n'y a pas de questions, peut-être qu'on peut nous proposer de mettre 2-3 mots sur le chat de ce que vous auriez retenu, en fait, les points clés. Voilà, et puis ensuite, nous, on pourra vous envoyer des sources ou des compléments selon. Voilà, On deux, pourrait trois faire mots. un nuage de mots. Ouais, mais là, on n'a peut-être pas vraiment le temps, Muriel, si. Je sais pas. Non, non, mais pas aujourd'hui, mais on va le Ah non, faire. non, mais On on pourrait mettra faire un nuage de mots avec les mots. Oui, oui, tout à fait, oui, 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 oui. Voilà. Si chacun d'entre vous nous met un mot, ça fait un joli nuage. Vous ne voyez pas le chat, Muriel et Marie-Édith? Si. Là, je le vois, là. Ok. Cycle de vie, transition, pédagogie régénérative. Ouais. Donc, ce n'était pas un webinaire pratico-pratique, hein. On est bien Non. d'accord? C'était Oui, pour d'accord. poser les bases. Voilà, c'est donner envie et voilà. Il y a des réactions. Influenceurs. Il est temps de s'engager personnellement et professionnellement. Et régénération, ça a bien marché. Pédagogie, régénérative. Pouvez-vous repasser les slides de la bibliographie suivante, s'il vous plaît? Bon, là aussi, on pourra rajouter des sources éventuellement. En fait, vous avez les sites un peu génériques et puis des sessions de formation, des webinaires que vous avez animés dans différents lieux cette année, notamment avec les carrés forêts, si je dis pas de bêtises. On en parlera la prochaine fois ou la fois d'après, mais il y a
enfin, il faut vraiment organiser la veille RSE pour se tenir, Oui, absolument, ouais. informé et être proactif. C'est vraiment ça, hein, on n'a plus le choix, on n'attend plus, il faut y aller. Effectivement, c'est un sujet très large. Je vous remercie de l'avoir traité en si peu de temps. C'est quand même c'est un beau challenge parce que ça permet, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça permet de nous éclairer collectivement sur en partant des constats graves qui ont été repérés à l'échelle planétaire. Alors, je pense que chacun d'entre nous en sait toujours un bout ou alors c'est tout. Je crois que ce n'est pas le cas de nous tous. Mais ça permet quand même de poser un peu des briques sur qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qui est indispensable à savoir en tant qu'organisme de formation pour après aller peut-être un peu plus loin sur le sujet de la RSE ou de la RSO. Donc merci Muriel et Marie-Édith, c'était très très clair. Comme ça a été aussi, pour trouver les informations dans le PowerPoint de Formétique, mais on vous le redira aussi, on a pris 2 rendez-vous avec Formétique sur la RSE pour aller un petit peu plus loin. Donc dans le cas toujours de nos webinaires, il y en aura d'autres. Enfin, nous, on veut vraiment vous accompagner, vous sensibiliser, voire vous professionnaliser sur tout ce qui est, tous les sujets qui touchent à la RSE, qui sont nombreux, divers et variés. Et donc, on vous donne rendez-vous le 12 janvier sur un autre webinaire avec Formétique sur la responsabilité sociétale en formation, où il y aura un zoom sur des référentiels de bonnes pratiques. Et également un autre rendez-vous, alors là, qui sera uniquement réservé aux adhérents du Synofdes, donc qui sera le 9 février 2024 sur le sujet de comment démarrer sa démarche RSE en OFA. Donc, vous pouvez vous inscrire à ces événements directement sur le site du Synofdes, donc synofdes.org. Vous retrouverez aussi les éléments dans le PowerPoint de Formétique. Voilà. Il y a une question. Il y a une question, oui. Ouais, Hélène, il y a une question à laquelle on répondra au prochain webinaire. Quels sont les obstacles des OF pour s'engager dans la RSE? Ok. Parce que moi, note la question. À côté des obstacles, j'appelle ça des risques et je mets les opportunités. Et en même temps, c'est toujours, voilà, est-ce qu'il vaut mieux, enfin, je veux dire, si on ne s'engage pas, ça a aussi un coût et c'est ça qu'il faut voir. Absolument. Les coûts de non-RSE. Voilà, etc. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie à tous beaucoup. d'avoir participé à ce dernier webinaire de l'année. Et j'espère qu'on aura le plaisir de vous retrouver en 2024. Et d'ici là, passez de très belles fêtes de fin d'année.